Alors, ceci étant posé, arrive maintenant la grosse question. Comment cet État occidental, petit modèle, petite fierté de l'aventure historique de l'Europe, comment ce modèle occidental a pu s'universaliser? Et la question est d'autant plus importante que cette universalisation, comme je l'annonce dans mon titre, n'a pas été chose facile, n'est pas chose facile, et j'ajouterai même une phrase plus définitive: l'universalisation de l'État à l'ensemble des pays du monde a échoué, mesdames et messieurs, et c'est cet échec de l'universalisation de l'État qui crée la plupart des tensions que nous connaissons aujourd'hui. Alors, évidemment, pour essayer de comprendre ce gigantesque échec qui va réagir sur l'État et sur sa nature, il faut comprendre pourquoi l'État a été importé. Pourquoi a-t-il fallu que les peuples d'Afrique, les peuples d'Asie, les peuples d'Amérique viennent revêtir l'uniforme, le prêt-à-porter étatique? Regardez cette carte qui retrace l'histoire de la décolonisation. Vous voyez que cette décolonisation est passée par des phases successives. Vous voyez que dans ces phases successives, il n'y a pratiquement que l'Europe qui est en position originelle. Pourquoi cette étatisation forcée? D'abord, pour une raison très simple de temporalité. La décolonisation est quelque chose de redoutable. Les historiens, les politistes sont d'accord pour considérer que l'Europe a mis à peu près 6 siècles pour se construire en État-nation. En gros, entre le XIIIe et le XIXe siècle. Le parachèvement de la construction de l'État-nation, c'est le XIXe siècle. 6 siècles. La décolonisation, elle prend combien de temps? 6 siècles? 6 ans? 6 jours? 6 minutes? Non, 1 minute. Et le grand défi de la décolonisation, c'est l'absence de temps. On se moque, on se gausse de la République centrafricaine, on se moque, on se gausse de la République démocratique du Congo, on se moque, on se gausse de la République de Somalie. Mais à quoi ressemblait le royaume de France quelques 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans après les premières initiatives de Philippe Auguste afin de construire cet embryon d'État? Les guerres de religion, ça vous dit quelque chose? Cette réduction des pouvoirs féodaux, ça vous dit quelque chose? Et donc, cette absence de temporalité a eu quelque chose d'extraordinairement dérangeant, presque impossible, aporique. Et quand vous n'avez pas le temps d'inventer votre propre modèle, qu'est-ce que vous faites? Vous imitez l'autre. Et c'est ça le drame. Et quand vous imitez, qu'est-ce que vous faites? Vous ratez. Vous ratez. Et c'est ça, effectivement, la grande hypothèque sur le développement politique des sociétés extra-occidentales. Et l'imitation, elle vient d'où? Eh bien, elle vient de cette formidable hégémonie culturelle du modèle occidental. Et c'est là qu'entrent en scène des acteurs que j'aimerais que vous connaissiez, que j'aimerais que vous aimiez, parce qu'ils sont vraiment au centre de notre modernité politique. Ces acteurs venus du Sud, qui étaient pris dans un dilemme permanent entre un modèle occidental qui les dominait, les humiliait et les fascinait, avec tous l'idée que pour se venger de cette humiliation, il n'y avait pas d'autre solution que de copier l'humiliateur. Gamal Abdel Nasser, président de l'Égypte, l'homme qui a renversé la monarchie égyptienne, Gamal Abdel Nasser, fils d'un agent des postes, participant à des manifestations contre la Grande-Bretagne dès ses 12-13 ans, matraqué, emprisonné, et qui choisit le métier militaire au collège Abbasiyya,
du Caire, où il apprend quoi? Eh bien, l'art martial occidental, les codes occidentaux, les règles occidentales, les institutions occidentales, la philosophie et l'idéologie occidentale. Jawaharlal Nehru, le génial premier ministre de l'Inde, grand homme s'il en est, où a-t-il appris son métier? À Cambridge. Il parlait un anglais parfait. C'est pas sûr que ce brahmane parlait un hindi de même qualité. Il pensait anglais, ce grand nationaliste, qui considérait que ce n'était qu'en épousant cette théorie de la nation, lui, admirateur de Garibaldi, qu'il avait appris à Cambridge, qui pourrait donner la liberté et la souveraineté à son pays. Sa fille, Indira Gandhi, non pas formée à Cambridge, mais formée à Oxford. Et ayant passé par un collège suisse francophone, parlant un français aussi parfait que son anglais, elle aussi se ressourçant, non pas dans la philosophie hindoue, mais se ressourçant dans les idéologies nationalistes et les idéologies socialistes apprises en Occident. Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana, l'homme qui va découvrir, dit-il, avec effroi, l'invasion de l'Éthiopie par l'Italie en 1936, l'homme qui va lancer le premier parti indépendantiste de ce qui s'appelait à l'époque la Gold Coast, la Côte d'Or, lui qui va lancer le mouvement indépendantiste ghanéen, qui va connaître la prison, 6 années de prison. Où va-t-il apprendre son métier? À l'université Lincoln, aux États-Unis. L'université Lincoln aux États-Unis. Et c'est là qu'il va apprendre le nationalisme et les institutions politiques, ces institutions politiques occidentales qu'il voudra construire chez lui. Mais il nous raconte dans ses mémoires en même temps combien il a été troublé par le sort épouvantable des Noirs américains à l'époque où il était étudiant. Vous voyez toujours ce mélange. Patrice Lumumba. Curieux exemple que cet homme qui avait été doté d'un statut privilégié par le colonisateur belge, le père de l'indépendance du Congo, qui va accomplir différentes fonctions. Il va travailler aux chèques postaux à Léopoldville, ce qui était la capitale du Congo belge à l'époque. Puis il a détourné un petit peu d'argent, il va être chassé des chèques postaux et il va diriger une usine de fabrication de bière au Congo. Et il va y apprendre là le management occidental, les règles occidentales du management d'entreprise, avant d'être séduit dans toutes les humiliations qu'il avait reçues du colonisateur belge par le marxisme, qu'il va chercher à appliquer au Congo, mais combien brièvement, puisqu'au bout de quelques mois, il aura été assassiné par le colonisateur. Habib Bourguiba, le premier président de la Tunisie, comment va-t-il, lui, être socialisé au collège Sadirki? C'est le collège des élites occidentalisées de Tunisie. On demandait une fois à Habib Bourguiba, mais, Monsieur le Président, vous êtes tellement critique à l'égard de la France. Est-ce que véritablement la France n'a fait que du mauvais en Tunisie? Et Bourguiba a de répondre, non, c'est vrai, la France n'a pas fait que du mauvais, elle a même fait une chose bonne, elle a fait Bourguiba. Eh bien, dans cette formule qui ne manquait pas d'humour et de noblesse, vous avez le résumé de ce quart d'heure de cours, à savoir que c'est bien le colonisateur qui apprend la décolonisation au colonisé en lui instillant ses valeurs nationales et nationalistes. Et c'est bien cette socialisation à circuit fermé qui marque la formation de ces élites occidentalisées. Peut-être le plus grand parmi les plus grands, cet homme extraordinaire, Chou Enlai. Chou Enlai, fils d'un mandarin chinois du Jiangsu, Chou Enlai, qui a été très longtemps Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, petite noblesse chinoise donc, et qui va choisir d'aller faire des études à l'étranger. Il va étudier à Waseda, va aller faire ses études à Waseda, au Japon.
Et puis après, il va s'inscrire au programme Travail et études, qui va l'emmener en Europe. Et en Europe, il n'a qu'une envie, le pauvre Chu, c'est d'étudier à l'université d'Édimbourg. Il n'a pas d'argent pour ça. Alors il se lance dans le militantisme politique. Comme il ne peut pas fréquenter les universités françaises, il fréquente le Parti communiste français. Et c'est là qu'il apprend le marxisme occidental, qui va opposer à un marxisme plus typiquement chinois, qui est celui de Mao Tse-tung, qui lui ne sera pas sorti de son pays. Et alors, Zhou Enlai, cet homme, il va connaître en France toutes les humiliations, les expulsions, les arrestations, les moqueries, il nous raconte tout cela. Mais tous les dirigeants chinois étaient dans la même situation. Deng Xiaoping, même chose, travailleur aux usines Renault, Deng Xiaoping. Le maréchal Chen Yi, le ministre des Affaires étrangères de Mao Tse-tung, après Zhou Enlai, Chen Yi, plongeur dans un restaurant chinois parisien, le ministre des Affaires étrangères, expulsé par les flics français, brutalement. Et cet homme, il va se retrouver quelques décennies plus tard à négocier avec les autorités françaises, avec les diplomates français. Ayez bien tout ça en tête, c'est ça l'espace mondial, n'est-ce pas? Chu Te, le grand maréchal chinois Chu Te, même chose, mais ça se passe en Allemagne, brutalisé, expulsé d'Allemagne. Ahmad Sukarno, le premier président de l'Indonésie. Ahmad Sukarno, premier président de l'Indonésie, grand leader nationaliste indonésien, le père de l'indépendance, mais le père du nationalisme indonésien, fils d'une brahmane balinaise. Vous savez que l'île de Bali en Indonésie est hindouiste en majorité, et d'un instituteur. L'homme va étudier dans un collège d'ingénieurs hollandais en Indonésie, à Jakarta. Il va en être diplômé et il va, à force de rebuffades, se socialiser au marxisme, au socialisme, au nationalisme. Ahmad Ben Bella. Alors lui, c'est une toute autre itinéraire. Comme bien souvent les leaders du tiers-monde, pour exister, qu'est-ce qu'ils avaient comme ressources? Ils étaient trop pauvres pour aller à l'université. Ahmad Ben Bella arrête très tôt ses études scolaires et il le dit d'ailleurs, il dit moi j'étais un musulman, donc j'avais aucune chance de pouvoir passer mon bac en Algérie. Donc que fait-on quand on est humilié ainsi de ne pas pouvoir passer son bac et entrer à l'université? Le jeune Ahmad Ben Bella entre dans l'armée française. Il va faire une belle guerre. Il sera blessé à la bataille du Mont Cassin, dans l'armée du maréchal Juin en Italie. Et il va finir adjudant de l'armée française, mais il va en démissionner le jour des massacres de Sétif, qui auront fait des centaines de morts le 8 mai 1945. Il va démissionner et il va peu à peu entrer dans la résistance et peu à peu chercher à lui aussi créer son État en Algérie. Vous savez qu'Ahmad Ben Bella, lorsqu'il était dans l'armée française, était aussi joueur international à l'OM, l'Olympique de Marseille. À l'époque, il marquait des buts. Voilà, Ahmad Ben Bella. Ho Chi Minh, le père de l'indépendance du Vietnam. Le père de l'indépendance du Vietnam, fils lui aussi d'un petit mandarin de la cour de Hue. Et Ho Chi Minh choisit de quitter le Vietnam pour tenter de faire des études en France. Il trouve une petite place de domestique sur un paquebot qui rejoint Saïgon et Paris, et Le Havre, Marseille. Il est humilié, bousculé sur ce bateau, et lorsqu'il arrive à Marseille, il écrit une lettre, il dit, il avait 25 ans à l'époque, il dit « Pour la première fois, on m'a appelé monsieur ». Pour la première fois, il m'a appelé monsieur. Et Ho Chi Minh va fréquenter quoi? Il va fréquenter le Parti communiste français, un peu comme Zhou Enlai, et c'est l'origine du Parti communiste vietnamien.
Michel Aflaq, libano-syrien, qui a créé ce parti dont on parle tant actuellement, qui est le parti Baas. Vous savez où le parti Baas, où le premier leader du parti Baas a été formé? À Beyrouth, chez les frères des écoles chrétiennes. Michel Aflaq, comme son nom l'indique, est un chrétien. Il a une formation chrétienne, et là, il apprend quoi? La théorie occidentale de la nation. Et c'est ce qui va faire le nationalisme baasiste. Je vous avais parlé de Kotelawala, le premier ministre de Ceylan. À l'époque, Sri Lanka s'appelait Ceylan. Lui aussi, formation occidentale. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que tous les dirigeants africains de l'Afrique francophone, ils sont passés par où? Oh, pas beaucoup par les écoles françaises, sauf Léopold Sédar Senghor, qui a été cagneux, président du Sénégal, mais ils sont tous passés par le Parlement français. Amadou Ahidjo, premier président du Cameroun, petit employé des postes, député à l'Assemblée nationale. Barthélemy Boganda, premier président de la République centrafricaine, Assemblée nationale. Fulbert Youlou, premier président du Congo-Brazzaville, à l'Assemblée nationale. Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, à l'Assemblée nationale et même plusieurs fois ministre sous la 4e République. Hubert Maga, premier président du Dahomey, comme d'ailleurs ses successeurs, Sourou Migana Piti ou Aoma Degbe, député à l'Assemblée nationale. Léon Mba, petit-fils du coiffeur de Savognan de Brazza, premier président du Gabon, député à l'Assemblée nationale. Maurice Yaméogo, premier président de la Haute-Volta avant qu'elle devienne Burkina Faso, député à l'Assemblée nationale. Philibert Tsiranana, premier président de Madagascar, même chose. Modibo Keïta, premier président du Mali, même chose. Morta Ouldada, premier président de Mauritanie, même chose. Yuri Yamani, premier président du Niger, même chose. Mamadou Dia, premier ministre du Sénégal, même chose. Félix Tombalbaye, premier président du Tchad, même chose. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que la socialisation politique de tous ces fabricants d'État, c'est la vie politique française. Ce sont les partis politiques français, ce sont les idéologies politiques françaises, c'est-à-dire c'est la grammaire politique française. Étonnez-vous que ces gens arrivant au pouvoir n'aient de cesse de copier. Voilà la grande histoire de l'imitation. Alors, ce que je voudrais ajouter, c'est peut-être une ou deux petites choses encore à propos de l'imitation. C'est que, vous pouvez trouver tout ça dans mon bouquin sur l'État importé, d'abord, voilà, pas de publicité, mais surtout, il me paraît important de voir que là, la modernisation conservatrice et la modernisation révolutionnaire se rejoignent. Tout a commencé avec la modernisation conservatrice, c'est-à-dire, cette fois-ci, ces empires, ces États qui n'avaient pas été vraiment colonisés, par exemple l'Empire ottoman, par exemple le Khedive égyptien ou le régime bellical tunisien, tous ces régimes qui n'avaient pas été totalement colonisés ont été comme dominés par la puissance militaire et commerciale occidentale. Et la grande idée était de se dire, lorsqu'on était monarque de ces trônes chancelants, que la seule façon de sauver sa couronne, c'était quoi? C'était d'imiter le plus fort. Et c'est comme ça que s'est faite la modernisation de l'Empire ottoman au XIXe siècle, à partir de conseillers militaires, de conseillers scientifiques, d'ingénieurs que l'on faisait venir d'Occident et qui vont peu à peu transformer le système politique en l'occidentalisant. Même chose au Japon. L'ère du Meiji, c'est ce moment où le Japon découvre qu'il doit enfin, nous sommes dans la deuxième moitié du XIXe siècle, s'ouvrir au monde s'il veut survivre. Et quelle meilleure façon de s'ouvrir au monde sans être submergé que de copier les recettes de puissance apprises ailleurs. Et l'empereur du Japon va se précipiter pour rechercher le modèle juridique allemand qu'il va imiter, copier dans les constitutions, dans la
construction des nouveaux et l'élaboration de nouveaux codes de droit, d'imiter également l'ordre militaire allemand tel qu'il se mettait en place, avec l'appel de conseillers militaires allemands, la construction d'universités japonaises, je parlais de Waseda tout à l'heure, en imitant les universités occidentales. Modernisation conservatrice, c'est-à-dire imiter le plus fort pour sauver sa couronne. Et ça a marché au Japon, ça a marché dans l'Empire ottoman, avec plus ou moins de bonheur, en Perse, au Siam, rappelez-vous, Shula Longkorn, rappelez-vous cette histoire de Rama V qui avait été portée au cinéma, vous avez peut-être vu ce beau film. Ça a été également le cas en Birmanie, en Tunisie, en Égypte, etc. Ou alors vous avez la modernisation révolutionnaire, c'est-à-dire la rupture, c'est-à-dire non pas en s'appuyant sur les structures traditionnelles, mais en les renversant, en les dénonçant à travers leur incapacité à faire face aux exigences de la modernité. La modernisation révolutionnaire va ainsi solliciter deux sources de légitimité. D'une part, la modernité et d'autre part, la volonté populaire. Eh bien, cette modernisation révolutionnaire, elle va se faire à partir de partis révolutionnaires, mais quels sont ces partis révolutionnaires? Des partis copiés, des partis imités à ces partis socialistes, nationalistes, radicaux, européens, auxquels on va tout emprunter, le vocabulaire, le corps doctrinal et idéologique. On va faire, hélas, l'économie d'inventer une idéologie qui vous serait propre. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps.